beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous, Madame. Bonjour à Madame et Messieurs les membres du jury. Bonjour également au professeur Gajewski et mon directeur de thèse et même professeur Kaliga et tout le public. Merci d'être là. Je suis très honoré de votre présence. Alors, je vais évidemment essayer de regrouper en 20 minutes une thèse de 4 ans ou presque, et ce n'est pas nécessairement très facile. Ça tourne autour de la transmission de petites et moyennes entreprises. Moi-même, j'ai été depuis presque 50 ans dans ce milieu, et très malheureusement, les constats sont clairs que chaque année, il y a environ 450 000 transmissions qui doivent être faites en Europe, de PME. Et sur ces 450 000, un tiers, c'est-à-dire 150 000, se passe mal, se termine par un échec. C'est la Commission européenne qui le dit. Il en résulte donc un gâchis sociétal et économique qui est absolument épouvantable. Alors, je vais essayer de rapidement parler de la posture de ce que j'appelle le patriarche émérite. C'est un monsieur ou une dame qui a dirigé une entreprise depuis un bon moment. L'entreprise se passe bien, c'est un homme ou une femme humain, respectable. Mais il a atteint la limite d'âge, il doit passer la main. Et très souvent, de plus en plus souvent, il n'y a pas d'héritier naturel. Moi, je suis dans le cas, je n'ai qu'une fille qui malheureusement a très mal tourné. Elle est devenue médecin, elle est assise là. Et son mari est tout aussi mauvais parce que lui aussi, il est chirurgien. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui, ça ne vaut plus rien du tout. On ne peut plus compter sur eux. Mais je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Alors, le pauvre patriarche, il a bien fait tourner son entreprise, d'accord, mais faire tourner une entreprise, ce n'est pas la même chose que la transmettre. Et c'est un métier tout à fait différent, et très souvent, il se trouve loin de sa zone de confort. Il pratique le déni, la procrastination, il se retrouve très mal, il est un peu perdu. Mais on a découvert que ce que le patriarche très souvent préfère, c'est une transmission interne. Donc pas à des gens à l'extérieur de l'entreprise qu'il ne connaît pas, et oui, qu'il n'aime pas du tout peut-être. Alors la problématique de la thèse, c'est la suivante. Ces patriarches-là, y compris moi-même, sont souvent soumis à une tension qui est extrêmement forte entre deux objectifs. Un objectif que tout le monde comprend facilement, c'est de vendre l'entreprise au prix maximum. C'est ce que j'appelle l'objectif A. Depuis l'Homo economicus, tout le monde comprend cette notion, et nous sommes tous soumis à cette espèce d'obligation qu'il faut vendre à un prix très élevé. Cela étant dit, une majorité des patriarches, en fait, préfèrent pérenniser leur société, préfèrent maintenir la culture d'entreprise, l'ESG, et sont même prêts à vendre leur entreprise à un prix moindre, à condition de pouvoir atteindre cet objectif soft. Mais donc, le pauvre gars, il est là, sur une corde raide, et c'est pas facile. Ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une proposition de pilotage pour combler le gap. Donc là, vous voyez mon patriarche qui est en train de sauter et ça risque de se passer très mal. Je vais aller très vite avec la méthodologie de ma thèse, elle est exploratoire, elle est abductive. J'essaie de créer des savoirs et de construire une nouvelle théorie comme Eisenhardt l'a proposé. Je me base sur mon auto-ethnographie, c'est vraiment un terme totalement rébarbatif, je vais rapidement y revenir tout à l'heure, mais en tout cas, mon auto-ethnographie est auto-réflexive, subjective, interprétative, elle se base sur mes 50 années professionnelles, sur les 10 transmissions que j'ai faites dans mon groupe, ou plutôt que j'ai essayé de faire, parce qu'elles n'ont pas toutes réussi. Donc c'est vraiment une étude multicas de l'intérieur. Et encore une fois, je cherche une réponse au gap pour le pilotage entre hard et soft. Et j'essaie surtout de trouver des recommandations managériales généralisables. En cela, je suis inspiré par la professeure Walsh, qui dit qu'une bonne idée ne vaut rien du tout si elle n'est pas appliquée. Alors, bien évidemment, j'ai plein de biais
plein de préjugés, j'en avais encore beaucoup plus au départ, et donc j'ai essayé de balayer et de circonscrire ces biais en effectuant une quantité importante de sondages à différentes cibles, des experts comme des notaires, des avocats ou des banquiers, etc., mais également à des patriarches. Et puis j'ai fait également un nombre assez important d'entretiens semi-directifs, donc vraiment directs, entre quatre yeux, avec de nouveau des experts ou des patriarches, et également évidemment avec les propres intrapreneurs. Le retour critique, j'ai fait un certain nombre de conférences à la Banque internationale, etc. Et ces retours critiques, j'ai essayé de les incorporer dans ma thèse. Auto-ethnographie, qu'est-ce que ça veut dire? Auto, c'est soi-même, bien sûr. Ethno, ça veut dire qu'on fait l'étude d'un phénomène culturel ou social, et graphie, on l'écrit. C'est un genre flou, je ne vais pas entrer dans les détails. Il est encore aujourd'hui très controversé. Et je n'ai pas le temps de détailler ça vraiment très loin. Parlons du private equity. Là aussi, il faut aller très vite, mais les fonds d'investissement sont connus pour les déplacements qu'ils font, les déplacements d'actifs, les faillites, les licenciements. Ça, c'est ce dont on les reproche. Ça a été médiatisé par des histoires comme Barbarians at the Gate, et d'autres histoires, Liberté, des fonds vautours qui font des choses absolument abominables. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, les patriarches, ils ont peur des fonds d'investissement de private equity, ils ont une grande frilosité, et puis d'autre côté, le private equity, lui aussi, il est très frileux, il est très exigeant quand il est en face d'une cible, il pose des tas de questions, il fait faire des audits interminables, et donc, entre ces deux, voilà, les deux messieurs, c'est pas nécessairement facile. J'ai parlé de l'intrapreneur tout à l'heure. Pour moi, c'est une personne très importante. La notion a été inventée dans les années 80 par Pinchot. Et moi, j'ai appris à la connaître récemment, mais en fait, je l'ai pratiquée toute ma vie. On essaie de recruter des personnes qui ont une démarche entrepreneuriale, qui s'engagent très fort, qui jouissent d'une grande délégation, qui sont censés rester dans l'entreprise. C'est pour ça que c'est des intrapreneurs. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir affaire à toute une série de Dream Team d'intrapreneurs. C'est eux qui ont fait le travail. Moi, j'étais là, les bras ballants, à les regarder, et je n'avais rien d'autre à faire. Stoltrax a été transmise en 2019, suivant le modèle OBO, LMBO, PE. OBO, ça veut dire Owner's Buyout, LMBO, c'est Leverage Management Buyout, et Private Equity, bien sûr. Alors, le schéma général, c'est celui-là, c'est par celui-là qu'on est passé. Je vais l'expliquer en détail dans quelques instants, mais ce que je peux dire tout de suite, c'est que l'ingénierie qui est apportée par le Private Equity est très important. Mais le cash qu'ils sont censés apporter, il est toujours le minimum. Ils apportent le minimum, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maximiser leur taux de rendement interne. Donc, moins ils mettent d'argent dedans, toutes autres choses restant égales, mieux sera leur rendement. Expliquons rapidement les différentes choses. Donc, le patriarche, il est là. Il a une société qu'il appelle OPCO, une société opérationnelle, qu'il va vendre à NUCO, une société qu'il a constituée lui-même, une holding en fait, la plupart du temps. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle le owner's buyout, mais le terme est peut-être mal choisi parce qu'en fait, le owner ne vend pas l'entreprise à lui-même, il vend son entreprise à sa propre société. L'avantage, c'est qu'avec l'argent qui vient du private equity, le crédit bancaire qui vient là, donc c'est pas du capital, c'est du crédit, les intrapreneurs qui se seront cotisés et auront constitué une Manco, encore une holding, et cette Manco aura investi de l'argent là-dedans, et donc la NUCO aura beaucoup de liquidités, et le patriarche qui est là, eh bien, il peut vendre une part de NUCO. Dans mon cas, par exemple, j'ai vendu 60%, j'ai gardé 40%, j'ai encore aujourd'hui. Et donc, j'ai obtenu un premier cash-out tout de suite lors du montage.
Et après typiquement 5 ans, avec le private equity c'est pratiquement toujours 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y aura un deuxième cash-out. Et si tout se passe bien, suivant un business plan qu'on a fait, s'il est respecté, et bien le deuxième cash-out sera très intéressant. Et donc, ça risque d'être une bonne chose pour tout le monde. Les avantages du LMBO, eh bien, c'est vraiment que les intrapreneurs sont métamorphosés en repreneurs capitalistiques, en associés. Ils profitent de ce nouveau statut et ça leur permet d'obtenir ce qu'on pourrait appeler une mobilité interne qui est catalysante pour leur motivation. Il y a une espèce de nouveau contrat psychologique entre ce qui était avant des salariés et maintenant ce sont des associés. Donc c'est une forme hybride, si vous voulez, du contrat psychologique. C'est un ciment qui peut exister entre les intrapreneurs. C'est pérennisant et il y a une récompense pour les intrapreneurs. Dans le cas de Schlolltrax, ça s'est extrêmement bien passé. Franchement, je ne peux pas me plaindre. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler un ouragan de destruction créatrice, comme dirait Schumpeter. Notre chiffre d'affaires et notre EBITDA ont été doublés en à peine 4 ans. Nous avons racheté notre concurrent principal. On est en train de construire un nouveau site maintenant. On a ouvert toute une série d'antennes. Bref, ça se passe très très bien. Donc, franchement, je ne peux pas me plaindre. Pour moi, le hard, c'est bon. Mais le soft aussi, il y a mon ego, bien sûr, je ne vais pas le cacher. Je prends beaucoup de plaisir à voir mon entreprise qui se développe très bien. Et les intrapreneurs, pour eux, c'est très bon également. Et bien sûr, c'est bon pour les fonds, on peut leur faire confiance. Donc tout serait magnifique. Sauf que le private equity a également des inconvénients. Tout d'abord, les notions soft n'existent pas pour le private equity. Ils ne s'en cachent pas. Ce qui les intéresse, c'est uniquement leur hard. Ils soumettent leurs cibles à des audits pas possibles, très longs, anxiogènes dans la perception du patriarche, très coûteux. Leur ADN n'est pas du tout celui d'un entrepreneur. Ce sont des financiers purs et durs. Le rapport de force est très inégal entre le pauvre patriarche qui ne connaît rien à ces transmissions structurées. Typiquement, le montage sera démonté après 5 ans et donc les investissements à long terme, très probablement, n'auront pas lieu. Et il y a cette double frilosité dont je parlais tout à l'heure, celle du private equity et du patriarche, ce qui fait que, en fait, le modèle n'est pas généralisable. Les fonds d'investissement se vantent du nombre d'opérations qu'ils réalisent. C'est vrai qu'ils en font énormément. Si vous allez sur le site de France Invest, on peut le lire. C'est très très bien fait d'ailleurs. Mais par rapport au nombre total, les 150 000 transmissions qui devraient avoir lieu chaque année, c'est infinitésimal. Donc leur modèle n'est pas généralisable, en tout cas pour une très grande majorité des patriarches qui doivent transmettre leur entreprise. Moi je propose autre chose. Je propose un paradigme que j'appelle OBO plus LMBO et KISS. Le plus simple pour l'expliquer, c'est de faire ça en 2 étapes. Dans un premier temps, moi, patriarche, je fais l'impasse sur le private equity et je garde l'argent que le private equity, évidemment, n'apporte pas, je garde ça au sein de moi-même et c'est ce que j'appelle le CPP, le capital patriarche provisoire. Donc, dans un premier temps, je n'ai pas cet argent, ça c'est clair. Sinon, je monte tout ceci clé en main, je demande à mon notaire de le faire, en quelques semaines il peut le faire, c'est franchement pas compliqué. Parallèlement, j'explique le coût à mes intrapreneurs avec lesquels j'espère avoir entretenu une très bonne relation. Même chose avec les banques pour avoir un crédit bancaire. Une fois que les intrapreneurs auront constitué leur manco, qu'ils auront injecté de l'argent dans Newco, eh bien, on se met au travail. On se met au travail. Et avec un peu de chance, on connaît le même rebond quantique que moi j'ai connu avec Schlolltrax. Dans un deuxième temps, le CPP, le patron, il peut quand même le céder. Et donc, il va le céder, donc le CPP, qui est encore aux mains du patriarche, il va le céder à des entreprises amies. Les entreprises amies ont un ADN similaire à celui du patriarche, ce sont des entrepreneurs,
Et donc on peut espérer que très rapidement le capital provisoire sera racheté par des entreprises amies. Moi je suis certain que dans mon cas, j'aurais facilement trouvé des entreprises qui auraient bien voulu prendre une part dans ce montage. Ça reste évidemment à prouver dans quelle mesure c'est généralisable. Je pense que c'est possible. Quels sont les avantages de ce nouveau paradigme? Il est beaucoup plus facile à mettre en route, puisque je ne demande l'autorisation à personne, il n'est pas anxiogène. Donc si je l'explique à de futurs patriarches, ils vont le comprendre beaucoup plus facilement, ils n'auront pas peur du private equity puisqu'il n'est pas dans la photo. On peut avoir une vision à long terme, et donc il y a un alignement des parties prenantes. Il peut y avoir une fertilisation croisée entre les entreprises amies et les entrepreneurs. Et j'ai discuté de la faisabilité avec un certain nombre de banquiers, d'experts. Ils ont dit, écoute, ton idée, c'est jouable, c'est tout à fait possible. Donc pour eux, le gap, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est tout à fait possible de réconcilier le hard et le soft. Et donc les recommandations managériales seraient à ce moment-là très importantes également. Bien sûr, mon paradigme a des limites. Il y a la liquidité, le patriarche veut quand même sortir à terme. On pourrait s'inspirer de notions comme le hurdle et le carried interest du private equity. Il faudrait encore vérifier l'implémentation des abductions de mon CCP. Il y a là ce petit mec, ça c'est moi, qui devrait faire le marketing du paradigme. Et il faudrait bien trouver un professeur, un universitaire, qui ferait une étude longitudinale sur les 10 années à venir, par exemple, pour voir si cette idée est réellement réalisable, si elle est généralisable, c'est ce que j'espère. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste évidemment à votre écoute et à vos critiques. Encore merci.